Dans le village de Sainte-Anne-de-Beaupré, niché au cœur des imposants sommets des Laurentides, la vie s'écoulait au rythme des saisons. L'hiver était arrivé tôt cette année-là, enveloppant le village d'un épais manteau de neige. L'air était vif, le silence rompu seulement par le sifflement du vent à travers les pins. Jacques Duchamp, le doyen du village, se tenait à sa fenêtre, contemplant la neige tourbillonnante. Un malaise le rongeait, le vent semblait murmurer des secrets, sombres et menaçants. Il avait vécu à Sainte-Anne-de-Beaupré toute sa vie et avait vu de nombreux hivers, mais celui-ci était différent. Sa petite fille, Marie, entra, les joues rouges de froid, une fille brillante et pleine d'entrain. « Grand-père, maman dit que le dîner est prêt », dit-elle, sa voix empreinte de la joie de la jeunesse. Cela ne fit rien pour apaiser le nœud d'angoisse dans la poitrine de Jacques. « J'arrive, ma petite », répondit-il en forçant un sourire. Il regarda à nouveau la neige tourbillonnante, les ombres s'allongeant sur la vallée. Les murmures du vent devinrent de plus forts, plus insistants. Quelque chose arrivait. La nuit tomba, enveloppant le village d'un silence étrange. La neige continuait de tomber, obscurcissant les points de repère familiers. Les villageois, blottis dans leur maison, ressentaient le malaise qui s'était emparé de Jacques. Le vent hurlait, son cri plaintif résonnant dans les rues vides. Un éclair soudain perça l'obscurité. Une lumière aveuglante, bleu-blanc, qui illumina le paysage enneigé. Puis, le silence. Un silence encore plus profond qu'auparavant. Les villageois, le cœur battant, regardèrent par leurs fenêtres, la peur se mêlant à la curiosité. Haut au-dessus du village, une ombre descendit. Un vaisseau triangulaire, élégant et silencieux, planait dans le ciel nocturne. Sa face inférieure brillait d'une lumière froide et éthérée, projetant une lueur étrange sur la neige. Les murmures du vent cessèrent. Un calme troublant s'abattit sur Sainte-Anne-de-Beaupré. L'invasion avait commencé. Jean-Claude Tremblay, un chasseur chevronné, se tenait à l'orée de la forêt. Son fusil, un héritage transmis de génération en génération, était rassurant de lourdeur dans ses mains. Il scruta la lisière des arbres, les yeux plissés contre l'éclat de la neige. L'étrange lumière dans le ciel l'avait attiré, ses instincts lui criant un avertissement. Il avait toujours été un homme solitaire, plus à l'aise en compagnie des arbres que des gens. La forêt était son domaine, ses secrets lui étaient familiers. Mais ce soir, la forêt était différente, chargée d'une énergie inconnue. La neige crisse sous ses bottes alors qu'il se déplaçait à travers les arbres. Le silence était troublant, rompu seulement par les battements de son propre cœur. Il pouvait sentir des yeux sur lui, des observateurs invisibles dans l'ombre. Une peur primale, froide et aiguë, perça sa façade calme. Quelque chose était en chasse, et il était la proie. Le village s'est réveillé dans un monde transformé. L'étrange vaisseau, sentinelle silencieuse, dominait le ciel. La peur, palpable et suffocante, pesait lourdement dans l'air. Les villageois se sont rassemblés dans la salle communautaire, cherchant du réconfort dans le nombre, leurs visages marqués par l'inquiétude et la confusion. Jacques se tenait devant eux, son visage buriné était sombre. « Nous ne savons pas ce qu'ils veulent, » dit-il, sa voix rauque de vieillesse. « Mais nous devons être prêts à nous défendre, nos maisons, nos familles. » Ces mots, bien que empreints d'incertitude, offraient une lueur d'espoir, un appel à l'action. Les villageois, leur peur initiale cédant la place à une résolution d'acier, ont commencé à s'organiser. Ils ont fortifié leurs maisons, barricadant portes et fenêtres. Les hommes, dirigés par Jean-Claude, ont exploré le périmètre, leurs fusils à la main. Les femmes s'occupèrent des enfants, leurs murmures étaient un mélange de prières et de berceuses. Sainte-Anne-de-Beaupré, un village paisible, se préparait à la guerre. Les jours se sont transformés en nuit. Le vaisseau extraterrestre est resté, un rappel constant de la menace invisible. Les villageois vivaient dans un état d'anxiété perpétuelle, leurs nerfs à vif. Les provisions diminuaient, le froid mordant était un tourment constant. Des murmures de doute ont commencé à circuler, érodant leur fragile unité. Pierre Dubois, un jeune homme connu pour son impulsivité, a exprimé la peur grandissante. « C'est de la folie !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Nous ne pouvons pas combattre ce que nous ne comprenons pas. Nous devrions nous rendre, négocier. » Ces mots, nés du désespoir, ont trouvé un terrain fertile dans le cœur de beaucoup. Marie,
Son optimisme juvénile ébranlé, regarda son grand-père, ses yeux remplis de questions. Jacques, le visage marqué par le poids de la responsabilité, n'avait aucune réponse. Il ne pouvait offrir qu'une main rassurante sur son épaule, une promesse silencieuse de le protéger. L'unité qui les unissait commençait à s'effilocher, les murmures du doute menaçant de les déchirer. Le premier signe de la présence extraterrestre est arrivé au crépuscule. Un faible bourdonnement, à peine audible au début, a commencé à résonner à travers la vallée. Il a gagné régulièrement en intensité, une pulsation profonde et lancinante qui vibrait dans l'air, dans les os, dans l'âme même du village. Jean-Claude, posté à l'orée de la forêt, sentit le sol vibrer sous ses pieds. Il leva son fusil, ses yeux scrutant les bois sombres, ses sens en alerte maximale. Le bourdonnement s'est intensifié, l'air était saturé d'anticipation. Puis, ils ont émergé des arbres. De grandes silhouettes élancées, leur corps obscurci par des vêtements argentés flottants. Leurs visages, cachés sous des casques de métal poli, étaient indéchiffrables. Ils se déplaçaient avec une grâce étrange, leurs pas silencieux sur la neige. Les chasseurs, leurs fusils tremblants dans leurs mains, ont observé dans un silence stupéfait les êtres extraterrestres s'approcher du village. La délégation extraterrestre, 3 silhouettes grandes et imposantes, se tenait à l'entrée du village. Leur arrivée a été accueillie par un silence si profond qu'il était presque tangible. Les villageois observaient depuis leur maison barricadée, le souffle coupé, les yeux grands ouverts, mêlant peur et fascination. Jacques, oubliant son âge, s'avança. Il était sans armes, les mains tendues dans un geste de paix. Sa voix, lorsqu'il parla, était étonnamment ferme. « Nous ne vous voulons aucun mal », dit-il, ses paroles résonnant dans le silence. « Nous souhaitons seulement comprendre pourquoi vous êtes ici. » Les silhouettes extraterrestres restèrent impassibles, leurs visages casqués indéchiffrables. Le bourdonnement continuait, un drone constant et troublant. Puis, l'une des silhouettes leva la main. Un mince rayon de lumière bleue jaillit du bout de ses doigts gantés, frappant le sol aux pieds de Jacques. Le silence se brisa. Les villageois ont halté. Des cris de peur et de colère ont éclaté des maisons. La paix fragile était brisée. Section 8. Le hurlement de la tempête. Le rayon de lumière bleue était un signal. La forêt, autrefois un sanctuaire, est devenue un champ de bataille. Les silhouettes extraterrestres, leurs mouvements rapides et précis, ont attaqué avec une férocité qui contredisait leur apparence éthérée. Les villageois, leur courage alimenté par le désespoir, ont riposté avec une férocité née de la protection des leurs. La nuit était remplie des bruits de la bataille. Des coups de feu ont résonné dans la vallée, le craquement aigu des fusils se mêlant à l'étrange décharge bourdonnante des armes extraterrestres. La neige, immaculée quelques instants auparavant, était tachée de cramoisie par le sang des humains et des extraterrestres. Marie, blottie dans la cave de sa maison, écoutait les bruits de la bataille qui faisaient rage au-dessus. L'air était épais de l'odeur de la poudre à canon et de la peur. Les paroles de son grand-père résonnaient dans ses oreilles. Nous devons être prêts à nous défendre. Mais contre un tel ennemi, la défense était-elle seulement possible? Section 9. Souffle de l'inconnu. Jean-Claude, le visage couvert de sueur et de neige, était accroupi derrière une barricade. Son fusil, chaud dans ses mains, aboyait le défi. C'était un chasseur, habitué à traquer des proies dans les bois silencieux. C'était différent. C'était un combat pour la survie. L'une des silhouettes extraterrestres, ses vêtements argentés scintillant au clair de lune, s'est précipitée vers lui. Ses mouvements étaient d'une rapidité inhumaine. Son agilité défiait les lois de la nature. Jean-Claude tira, la balle ricochant sans effet sur l'armure métallique de l'extraterrestre. La silhouette extraterrestre se jeta sur lui, sa main gantée se tendant vers lui. Jean-Claude ressentit une douleur fulgurante dans son bras, une sensation de brûlure différente de tout ce qu'il avait jamais connu. Il cria, tombant en arrière, alors que la silhouette extraterrestre se retirait dans l'ombre. La douleur était insupportable, mais ce n'était pas la douleur physique qui le terrifiait. C'était la réalisation glaçante qu'il combattait quelque chose d'incompréhensible, quelque chose de vraiment extraterrestre. Section 10. La lune du chasseur. La bataille a fait rage toute la nuit. Les villageois, dont le nombre diminuait, se battaient avec le désespoir des animaux acculés.
Les envahisseurs extraterrestres, leurs mouvements précis et incessants, semblaient imparables. L'issue, au fil des heures, semblait inévitable. Jacques, blessé mais inflexible, se tenait au milieu du carnage. Il leva les yeux vers le ciel, vers le vaisseau extraterrestre, qui pendait comme une lune malveillante, projetant sa lumière froide sur la destruction. Il savait, au fond de son cœur, qu'il ne pouvait pas gagner. Mais il ne se rendrait pas. Ils se battraient jusqu'à leur dernier souffle, pour leur maison, pour leur famille, pour leur existence même. Sainte-Anne-de-Beaupré, un petit village niché dans les montagnes, deviendrait un symbole de résistance, un témoignage de l'esprit indomptable de l'humanité. Section 11. Première lueur. L'aube se leva, peignant le paysage enneigé de teintes roses et dorées. Les combats avaient cessé. Un silence étrange planait sur le village, rompu seulement par les cris plaintifs du vent. Le vaisseau extraterrestre, sa lueur atténuée, dominait toujours le ciel. Un vainqueur silencieux observant le champ de bataille. Les villageois, ceux qui avaient survécu à la nuit, sortirent de leur cachette. Leurs visages, marqués par la fatigue et le chagrin, reflétaient les horreurs dont ils avaient été témoins. Le village, autrefois une image de charme rustique, était maintenant une scène de dévastation. Les silhouettes extraterrestres avaient disparu, ne laissant derrière elles que les échos de leur présence, les cicatrices de leur attaque. Les villageois, leurs esprits brisés, mais non vaincus, ont commencé la tâche sinistre de soigner leurs blessés, d'enterrer leurs morts. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, éclairant le village en ruine, une seule question résonnait dans le cœur des survivants. Et maintenant ?